Bonjour mes chers élèves, nous revoilà dans une nouvelle leçon. Aujourd'hui c'est une leçon de lecture, précisément l'étude de l'incipit de l'œuvre Le dernier jour d'un condamné. Je vous signale que c'est une première partie et on va travailler le reste dans la séance prochaine. Les objectifs, tout d'abord présenter le personnage principal et sa souffrance morale et physique dans le but de reconnaître l'objectif de l'œuvre et par conséquent l'objectif du roman à terme. Alors, tout d'abord, on va faire la lecture du texte, expliquer les mots difficiles. Ensuite, on va essayer de relever les indices d'énonciation et finalement reconnaître l'objectif du roman à bicêtre. Alors, comme on a déjà vu dans la leçon précédente, le lexique judiciaire, bicêtre est une prison. C'est la prison où se trouve le narrateur au moment de la narration. Condamné à mort. Voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée, toujours seul avec elle, toujours glacé de sa présence, toujours courbé sous son poids. Alors ce premier paragraphe nous donne deux informations importantes. La première information est que le condamné, le prisonnier, le personnage, le narrateur est condamné à la peine capitale. La deuxième information, c'est qu'il a déjà passé 5 semaines dans la prison de Bicêtre. On sait bien que le condamné à mort doit passer 6 semaines à partir du jour de sa condamnation pour qu'il soit exécuté. Et notre personnage a déjà passé 5 semaines et quelques jours. Ça veut dire qu'il ne lui reste pas beaucoup de temps avant l'exécution. Bien, continuons. Alors on a dit, toujours seul avec elle, toujours glacé de sa présence, toujours courbé sous son poids. Et comme vous voyez, le texte est rédigé de façon un peu particulière. Il commence tout d'abord par l'indication du lieu, Bicêtre. Et on a une indication du temps, 5 semaines. Bien sûr, on va parler de ces particularités de ce chapitre ultérieurement, bien sûr. Continuons la lecture. Autrefois, car il me semble qu'il y a plutôt des années que des semaines, j'étais un homme comme un autre homme. Alors, mes chers élèves, comme vous voyez ici, le deuxième paragraphe commence par un indicateur temporel qui est autrefois. Autrefois nous montre que le narrateur est en train de faire un flashback. Et je vous invite à faire attention à deux points importants. Le premier point, c'est les temps de conjugaison. Alors, pendant ma lecture, essayez de relever les temps de conjugaison utilisés. Alors, continuons la lecture. Autrefois, car il me semble qu'il y a plutôt des années que des semaines, j'étais un homme comme un autre homme. Chaque jour, chaque heure, chaque minute avait son idée. Chaque jour, chaque heure, chaque minute avait son idée. Alors, je veux aussi vous inviter à faire attention à un autre point qui est les figures de style. Alors, en lisant, essayez de relever les figures de style que le texte contient. Alors, dans cette phrase, on voit que le narrateur
compare de façon indirecte entre le moment présent et le passé. Il nous dit que, au moment de la narration, bien sûr, il nous a déjà dit que il vit avec une seule idée qui est l'idée de la mort. Mais autrefois, il était un homme comme un autre homme. Ça veut dire qu'il était un homme ordinaire. Chaque jour, chaque heure, chaque minute avait son idée. Hein, ça veut dire qu'il avait dans la tête, est-ce qu'il était obsédé par une seule idée? Non, il avait plusieurs idées. Alors, reprenons. Mon esprit, jeune et riche, était plein de fantaisie, plein de rêves, plein d'idées de, de bonnes idées. Hein. Alors, il s'amusait à me les dérouler les unes après les autres. Hein. Dérouler ou bien faire passer. Il lui fait passer les idées les unes après les autres. C'est-à-dire que les idées étaient abondantes, sans ordre et sans fin. Brodant, hein, brodant, orné, hein, brodé c'est orné, décoré, d'inépuisables arabesques, cette rude et mince étoffe de la vie. Cette rude et mince étoffe de la vie. Alors, est-ce que la vie était belle? Non, la vie était toujours rude pour le condamné. Mais la différence entre le moment présent, le moment de narration et le passé du condamné, c'est qu'avant, il avait d'inépousables fantaisies. Il avait beaucoup d'idées avec lesquelles il peut broder, hein, décorer, orner, hein, l'étoffe de la vie. Et faites attention, comme je vous ai déjà dit, aux figures de style, parce que ici, cette phrase contient au moins 2 ou 3 figures de style. C'était des jeunes filles. Hein. Maintenant, il va nous présenter, énumérer, hein, d'accord, alors, les figures de style, énumérer, hein, les idées qui lui passaient par la tête pendant cette époque-là. C'était des jeunes filles, de splendides chapes d'évêques, de splendides chapes d'évêques. Alors les chapes, normalement, c'était des vêtements, des tissus, de longs tissus que les évêques, hein, ou bien l'évêque, ou bien l'homme de la religion, entre parenthèses, portaient. Alors c'était des tissus ornés, décorés, pleins de couleurs. Alors, c'était des jeunes filles, de splendides chapes d'évêques, des batailles gagnées, des théâtres pleins de bruit et de lumière. Et puis encore, des jeunes filles et de sombres promenades la nuit, sous les larges bras des marronniers, sous les larges bras des arbres. C'était toujours fait dans mon imagination. Ici aussi, on a une figure de style. Je pouvais penser à ce que je voulais. Alors la question qui se pose, pourquoi il pouvait penser à ce qu'il voulait? J'étais libre. Hein? Contrairement au premier paragraphe, il est emprisonné, il est prisonnier à Bicêtre et dans l'idée de la mort. Mais auparavant, autrefois, il était comment? Il était libre. Reprenons. Alors on va passer maintenant au troisième. Alors, reprenons. Maintenant, je suis captif. Alors, on a un indicateur temporel maintenant. Alors, retour vers le moment de narration, le moment présent. Maintenant, je suis captif. Alors, au moment présent, le narrateur est comment? Il est captif, il est emprisonné, il est prisonnier. Mon corps est offert dans un cachot. Mon esprit est en prison dans une idée. Déjà, le mot faire et cachot, ce sont des mots plutôt qu'on a déjà travaillé dans le lexique judiciaire. Alors, je vous invite à le réviser. Mon esprit, alors, son corps est emprisonné, son esprit aussi est emprisonné. Son corps est emprisonné au fer, dans le cachot, est offert, pardon, dans le cachot. Son esprit est emprisonné dans une idée.
Alors, une horrible, une sanglante, une implacable idée. Attention, ici, il y a une figure de style qu'on va réutiliser dans la phrase suivante aussi. Une sanglante, une horrible, terrible, qui fait peur. Une sanglante, qui rappelle le sang, hein, qui évoque le sang. Une implacable, qui ne peut pas fuir, qui ne peut pas changer. Une implacable idée. Je n'ai plus qu'une pensée, qu'une conviction, qu'une certitude. Hein, la même figure de style que la phrase précédente. Condamné à mort. La seule certitude, la seule pensée, la seule vérité pour le narrateur, c'est le fait qu'il est condamné à mort. Pour le moment, bien sûr. Quoi que je fasse, elle est toujours là, cette pensée infernale, cette pensée qui rappelle l'enfer. Comme un spectre de plombe. Comme un spectre de plombe. Hein? Spectre, ça veut dire fantôme. Hein? Plombe, c'est un métal. Comme un spectre de plombe à mes côtés. Bien sûr, ici, spectre de plombe aussi contient une figure de style. Alors, seule et jalouse. Ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle une femme. Ça évoque l'idée de la femme. C'est que le narrateur essaie de nous pousser à imaginer l'idée de la mort comme une femme. Alors, chassant toute distraction, elle veut être seule. Hein? Il ne veut pas que le narrateur, le condamné, soit distrait avec d'autres idées, parce qu'il est jaloux. Reprenons. Face à face avec moi, misérable, et me secouant de ses deux mains de glace, me secouant de ses deux mains de glace. Alors, secouer, ça veut dire remuer, remuer, ou faire bouger avec ses deux mains. Ici, deux mains contient une figure de style également. Essayez de la chercher. Alors, me secouant de ces deux mains de glace quand je veux détourner la tête ou fermer les yeux. Alors, il ne le laisse pas réfléchir à autre chose. Elle, l'idée de la mort, désolé, elle ne le laisse pas fermer les yeux, elle ne le laisse pas dormir. Hein. Elle se glisse sous toutes les formes. Elle est comment? Elle se glisse, elle se glisse sous toutes les formes, alors elle est polymorphe. Hein, on dit elle est polymorphe. Polymorphe, ça veut dire elle change de forme. Où mon esprit voudrait la fuir, se mêle, comme un refrain horrible à toutes les paroles qu'on m'adresse. Se colle avec moi aux grilles hideuses de mon cachot. Hein, la porte du cachot est sous forme de grille. Alors l'idée de la mort se colle avec lui. C'est comme une personne qui est à côté de lui. Lorsqu'il se colle aux grilles pour voir, pour regarder ce qui est à l'intérieur, l'idée de la mort aussi se colle avec lui aux grilles hideuses. Les grilles sont hideuses, ça veut dire sont sales, horribles, de mon cachot. M'obsède. Hein? M'obsède, ça veut dire il habite où? Il habite dans son esprit. Hein? Il l'obsède. Éveillé, réveillé. Épie mon sommeil convulsif. Bien sûr, ici, on a une autre figure de style. Épie mon sommeil convulsif. Et reparaît dans mes rêves sous la forme d'un couteau. Je viens de m'éveiller en sursaut. Hein? Il vient de se réveiller en sursaut. Ça veut dire, il s'est endormi, mais il s'est réveillé en sursaut. Parce qu'il a fait un cauchemar. Poursuivi par elle et me disant, ah, ce n'est qu'un rêve. Hein, au début, lorsqu'on se réveille, on n'est pas encore conscient de la réalité. Mais on est conscient d'une idée que ce qu'on vient de faire, ce qu'on est venu de faire, est un cauchemar. C'est la même chose qui s'est arrivé à notre personnage. Eh bien, avant même que mes yeux lourds aient le temps de s'entrouvrir, assez pour voir cette fatale pensée. Hein, fatale pensée, il parle ici de l'idée de la mort. Écrite dans l'horrible réalité qui m'entoure, sur la dalle mouillée et suante de ma cellule, dans les rayons pâles de ma lampe de nuit, dans la trame grossière de la toile de mes vêtements,
sur la sombre figure du soldat de garde dont la giberne reluit à travers la grille du cachot, il me semble que déjà une voix a murmuré à mon oreille, condamné à mort. Hein? Alors il se réveille en sursaut, il a fait un cauchemar, il dit oh, merci Dieu, ce n'est qu'un cauchemar. Mais dès qu'il regarde autour de lui, bien sûr ici on a utilisé une figure de style, assez pour voir cette fatale pensée écrite dans l'horrible réalité, sur la dalle mouillée, dans les rayons, dans la trame, sur la sombre. On a ici une... que fait le narrateur ici? Il énumère ce qu'il a regardé, ce qu'il a vu, pour prendre conscience, pour être conscient de sa réalité et pour découvrir que ce n'était pas un cauchemar, qu'il est vraiment condamné à la peine capitale. Alors, passons maintenant aux indices d'énonciation. Alors, qui parle ici? Je vous invite bien sûr pour répondre à essayez de répondre à ces questions, faites pause, d'accord? Répondez à chaque question, qui parle, et relevez les indices qui l'indiquent. De quoi parle-t-il? Quand et où? Faites pause, répondez aux questions et je vais vous montrer les réponses maintenant. Alors, qui parle? Tout d'abord, le condamné à mort. Bien sûr, les indices, on en a plusieurs. Je, j'ai apostrophe, me, mon, etc. De quoi parle-t-il? De son obsession par l'idée de la mort, de l'idée de la mort, de la condamnation, de la peine capitale, de son passé également, parce qu'il a fait un flashback. Quand le moment présent et le passé, on a deux périodes, deux temps. Le présent, on a le présent de la narration, et le passé, on a l'utilisation de l'imparfait et du passé simple également. Ou c'est dans la prison de Bicêtre. Et bravo tout le monde, parce que je suis sûr et certain que vous avez pu répondre à toutes ces questions. Bien, passons maintenant à la mise en situation. Et c'est une opportunité pour voir comment on peut réussir à faire une bonne mise en situation d'un passage. Alors, tout d'abord, il faut se poser un bon nombre de questions. Alors, je vous invite bien sûr à faire pause, à arrêter la vidéo pour répondre à chaque question avant de voir la réponse. Alors, commençons. D'abord, il s'agit de quel passage? Et il est extrait de quelle œuvre? Alors, il s'agit de quel passage? Premier chapitre, deuxième, l'incipit, l'excipit. Et il est extrait de quelle œuvre? Réponse, il s'agit de l'incipit de l'œuvre. Et il est extrait, le passage, il est extrait de l'œuvre Le dernier jour d'un condamné, de Victor Hugo, bien sûr. Deuxième question, combien de temps a passé le condamné dans la prison de Bicêtre? Combien de temps il a passé à la prison, ou bien dans la prison de Bicêtre? Alors, comme vous le saviez, il a passé 5 semaines. Combien il lui reste avant le jour de l'exécution? Alors là, on a déjà dit qu'il doit passer normalement 6 semaines. Alors, combien de temps lui reste-t-il? Alors, il lui reste moins d'une semaine. Alors, quelques jours. Quatrième question. À quoi pense-t-il constamment? Il pense à quoi constamment, sans arrêt? Alors, la seule idée qui l'obsède, c'est l'idée de la mort. Et bien sûr, ça nous montre sa souffrance morale. Est-ce qu'il avait toujours pensé à cette idée? Est-ce qu'il avait, dans le passé, attention, est-ce qu'il avait toujours pensé à cette idée
Non. Hein? Pourquoi? Parce qu'il a dit autrefois j'étais un homme comme un autre homme. Auparavant, il pensait à ce qu'il voulait. Pourquoi? Parce qu'il était quoi? Il était libre. Alors, qu'est-ce qui a changé? Alors, avant, il était un homme libre, mais maintenant, il ne l'est plus. Il est emprisonné. Il est condamné à mort. Il est doublement emprisonné. Hein, son esprit dans l'idée de la mort et son corps est au fer. Bien. Alors, maintenant, à partir des réponses qu'on a pu trouver, on va essayer de composer une petite mise en situation. Alors, situation du passage. D'abord, il faut commencer la première partie. Hein, c'est l'indication de la nature du passage et de quelle œuvre est-il extrait. Il s'agit de l'incipit du roman à thèse, Le dernier jour d'un condamné, alors de l'écrivain français Victor Hugo. Alors la deuxième partie, puisque c'est l'incipit, alors on ne va pas dire le passage se situe après telle et telle chose. C'est l'incipit, c'est le début de l'œuvre. Alors on va dire tout simplement, dans ce chapitre, ou bien dans ce passage, le condamné, qui est le personnage principal, nous parle de l'idée de la mort qui l'obsède. Il se rappelle, à l'aide du procédé du flashback, de son passé avant sa condamnation. Alors, on peut ajouter une ou deux idées si on veut. L'incipit nous donne des informations majeures, importantes sur le personnage condamné à mort, sur son passé et son présent, et sur le cadre spatio-temporel du passage, ou bien hein, de l'œuvre peut-être. Pour finir, je vais vous donner un travail à faire afin de vous préparer pour la deuxième partie de cette leçon, la séance prochaine. Alors, première question, relevez les tons de conjugaison qui dominent le passage. Deuxième, quel est le type de focalisation qui régit le texte? Focalisation au point de vue. On a trois focalisations. La focalisation interne, la focalisation externe et la focalisation zéro ou omnisciente. Alors, quel est le type qui régit ce passage? 3. Relevé du texte. Bon, le champ lexical de l'emprisonnement, de la prison, et le champ lexical de la liberté. Bien sûr, relever 4 mots, hein, que ce soit des adjectifs, des adverbes, des noms, des verbes, etc., relatifs à chaque champ lexical. 4. Quel est le registre littéraire qui domine le chapitre? On dit registre littéraire, ou bien tonalité, ou bien ton. Quel est le registre littéraire qui domine ce chapitre? 5. À combien de parties peut-on diviser, répartitionner ce chapitre? 6. Hein, c'est la dernière question. Indiquez les figures de style dans les phrases suivantes. Alors, je vais vous donner plusieurs phrases et vous allez indiquer la figure de style qui régit chaque phrase. Première phrase, chaque jour, chaque heure, chaque minute avait son idée. Deuxième, alors on a rue des Minces et spectre de plantes. On a ici la même figure de style dans les deux cas. C'était des jeunes filles, de splendides chapes d'évêque, des batailles gagnées, des théâtres pleins de bruit et de lumière. Alors, indiquez la figure de style. D. C'était toujours fête dans mon imagination. C'était toujours fête dans mon imagination. E. Seule et jalouse. Seule et jalouse. Alors ici, il parle de quoi? Il parle de l'idée de la mort. Elle est seule et elle est jalouse.
Et la dernière phrase, j'étais un homme comme un autre homme. Alors indiquez la figure de. Merci pour votre attention et à la séance prochaine.